Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence proposée par l'UNCAS avec le partenariat de TocTocDoc sur le thème des soins en établissement, de leur continuité en période de crise sanitaire et des solutions de télémédecine qui s'offrent à nous, qui peut être une partie de réponse face à la problématique plus générale de désertification médicale, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les soins en établissement. Et je remercie donc Clément Dittner, directeur du développement de TocTocDoc, et Kevin Bello, directeur relations clients, d'être à nos côtés. Je remercie également à nos témoins, Anne Hubert, infirmière coordinatrice à l'EHPAD de la Forêt, à Bagnoles-de-l'Orne, si je ne me trompe pas. Merci à Jean-Rémy Pugibé, directeur d'EHPAD et manager de transition, d'être à nos côtés et de nous faire profiter de leur témoignage de terrain. Ravi, bien sûr, bien entendu, ravi d'accueillir en ligne les élus, directeurs de CCS, responsables d'établissements sur cette conférence, sachant combien leur temps est compté et précieux actuellement. Et à ce titre-là, eh bien, n'hésitez pas à ce webinaire est enregistré, n'hésitez pas dès demain à en faire profiter vos collaborateurs, les personnes avec qui vous travaillez, toute personne qui serait susceptible d'être intéressée par cette thématique de la télémédecine. Le webinaire sera divisé en 5 parties thématiques, rythmées par les témoignages de vos intervenants et bien entendu par vos questions, par les remarques que vous pourrez poster dans le chat qui se trouve à la droite de votre écran, en bas à droite. N'hésitez pas donc à poster toutes ces remarques, toutes ces questions. Je les reprendrai au fil de l'eau ou à la fin de cette conférence pour les relayer auprès de nos intervenants. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais tout de suite me tourner vers Jean-Rémy Pugibé. Donc, on le sait, Jean-Rémy, les établissements pour personnes âgées sont fortement impactés par la crise sanitaire. Vous connaissez bien ces établissements pour y travailler en tant que directeur d'EHPAD. Est-ce que, à vos yeux, comment se traduit cet impact en matière d'accès aux soins ? Alors, bonjour Vincent, bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est une sacrée période que nous venons de traverser. Avant de répondre à votre question, je vais me présenter, comme ça vous comprenez, nos interlocuteurs comprennent d'où je parle. Donc moi, je suis infirmier, j'ai également un parcours universitaire, je suis passé par le HESP, puis je suis devenu directeur d'EHPAD, avant de bifurquer comme cadre dans une centrale de référencement du secteur médico-social. Ça représente une vingtaine d'années dans le secteur médico-social. Et les hasards de la vie professionnelle ont abouti au fait que depuis le début de la crise sanitaire, j'ai effectué plusieurs missions de management de transition en établissement médico-social, soit à la demande des établissements, soit via la réserve sanitaire. Et donc, oui, cette crise, je l'ai vécue, je vais qualifier ça en première ligne sur bon nombre de situations. De mon point de vue, cette crise du Covid, au sein des établissements médico-sociaux dans lesquels je suis passé, c'est clairement, le fruit d'une expérience personnelle. Et donc, je voulais vous parler de 3 points. De mon point de vue, cette crise met en lumière quelque chose de l'ordre de l'accélération du temps. Ça met également en lumière quelque chose de l'ordre du dénuement qu'ont subi les établissements dans lesquels j'ai travaillé. Et également, je voulais vous parler de ce que j'ai vécu ce que j'ai ressenti comme étant la limite de la médicalisation des établissements médico-sociaux. Alors, avant ça, je dois vous dire que, d'après ce que j'ai compris, 2/3 des établissements médico-sociaux, dans les 3 établissements au sein desquels j'ai travaillé, tous ont été touchés par le Covid. Alors, vous savez, malgré les protocoles, malgré les rappels incessants aux familles, au personnel, pour respecter les gestes barrières, de temps en temps, le Covid arrive à passer les barrières, et je pense que la variable déterminante, c'est quand même la circulation du virus dans la zone géographique dans laquelle est impacté l'EHPAD. Les barrières ont des limites tout à fait, je crois,
Alors, ce que je vais vous raconter, j'ai bien conscience que en le regardant aujourd'hui sous le prisme du chemin parcouru depuis mars 2020, eh bien certaines de nos décisions d'équipe, elles étaient un peu déraisonnables, un peu too much. Hein, mais il faut aussi se souvenir en mars, avril et mai 2020 de la peur que nous avions tous face à ce virus. On n'avait pas de masque. Le personnel se retirait, exerçait parfois son droit de retrait, et puis la population, avant qu'elle se reprenne dans un grand élan de solidarité et avec des bruits de casseroles associés, elle nous fuyait dans les débuts. Je sais pas si vous vous souvenez, mars, avril, on n'était pas du tout dans cet élan de solidarité. Et donc, je pense que comme bon nombre d'entre vous et de nos interlocuteurs, je pense que je resterai marqué par allez, je vais dire mes horribles petites histoires. Vous voyez, de ce médecin de réanimation à qui je quémandais 2 pauvres boîtes de FFP2, de la réponse qu'il m'a faite, des voisins qui me voyaient me déshabiller complètement en rentrant devant chez moi et des questions qui se posaient. Vous voyez, ce genre de choses, quoi. Mais donc, un point clé de cette crise, je pense que c'est vraiment le côté accélération du temps. Alors, je l'ai vécu, comme vous tous, au travers de toutes les doctrines, de la circulaire, de l'avalanche de circulaires, de l'information, d'une urgence qui en chassait une autre, d'une circulaire qui annulait la précédente d'un jour sur l'autre. Et vraiment le sentiment, notamment sur la première vague, d'avoir toujours un wagon de retard. Un wagon de retard même par rapport à ce qu'on a pu imaginer de pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on imaginait, on disait, ça va pas aller jusque-là, et ça dépassait ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, vraiment cette accélération du temps. Une autre constante aussi pour moi de cette crise, alors je le qualifie comme ça, c'est le manque, l'absence, quoi. Le manque criant de personnel dans les établissements, des plannings à faire tourner avec planning impossible à faire tourner faute de professionnels, l'absence physique aussi des familles de résidents, l'absence des techniciens, des formateurs, des visiteurs, des ambulanciers, des médecins qui font le quotidien des établissements. Donc vraiment dans cette période, j'ai ressenti ce manque-là. Bien sûr, ce manque de matériel de protection, notamment durant la première phase, et le manque d'accompagnement aussi pour faire face. Et le sentiment d'avoir dû faire face avec des moyens artisanaux, d'avoir pris des risques, d'avoir fait prendre des risques, pas toujours raisonnables, mais aussi d'avoir mesuré la limite de nos organisations médico-sociales, que ça soit les sanitaires aussi. J'ai eu l'occasion d'aller dans un établissement sanitaire. Donc voilà, la limite de nos organisations, elle est à la fois sur nos outils, on en reparlera, mais elle est aussi, de mon point de vue, sur la limite de la médicalisation alors d'un établissement médico-social au sens large, que ce soit EHPAD ou autre établissement. De mon point de vue, quand la Covid pénètre dans un établissement, d'un coup, la technicité médicale de prise en charge, elle augmente. Elle augmente tellement, c'est-à-dire que il faut de l'oxygène. Et dans les EHPAD, on a des extracteurs mobiles dont la capacité de débit d'oxygène est faible. Il faut souvent des voies veineuses périphériques, alors qu'on n'a pas l'habitude d'en manipuler. Et pour les résidents, qu'on arrive à piquer, parce que c'est pas toujours le cas. Il faut des injections diverses, il faut des appareils à mucosité, il faut faire des prélèvements sanguins ou des prélèvements nasopharyngés, PCR. Et ça, chez des patients qui ont des atteintes cognitives. Donc, vous voyez, il faut mettre tout ça. Donc, cette partie médicale, elle s'accélère et il faut aller vite, quoi. Il faut aller vite parce que, les soins, vous savez, les situations médicales se dégradent très rapidement et donc il faut presque plusieurs fois par jour réévaluer la conduite à tenir avec les soignants, avec les médecins, avec les familles, avec l'ARS, avec les prestataires en matériel. Donc vraiment, voilà, cet aspect-là de réactivité qui est nécessaire. Et je pense que cette crise, elle a encore plus montré nos failles en organisation, en ratio d'encadrement médical et paramédical, en matériel, en outils dont font partie nos outils numériques. Et donc, je pense qu'on a encore vécu dans les établissements un nouveau cauchemar avec les enjeux de la vaccination. Vous savez, on a eu encore des directives qui changeaient d'un jour et puis on avait le contraire le lendemain. On a encore dû subir, je dis bien le mot, la vindicte des familles et aussi de la population. Vous voyez, on n'est pas dans la subi la vindicte de la population sur la vaccination.
de l'accélération du temps, du sentiment d'urgence, et encore du personnel paramédical et médical plus ou moins présent. Vous voyez, je pèse mes mots, plus ou moins présent. Aujourd'hui, il nous reste quelques jours, quelques semaines pour certains, hein, mais plutôt quelques jours pour que les établissements soient vaccinés, que l'immunité des résidents apparaisse, suite à la vaccination, bien sûr. Et pour moi, je vous assure que c'est un soulagement immense. Ça veut dire que nous sortons de la crise pour les établissements médico-sociaux. Pas encore pour la population, on en a pour quelques semaines, allez, quelques mois, mais on sort de la crise pour les établissements médico-sociaux. Et donc, je pense que cette crise a montré les limites de nos outils, de nos organisations. Et pour autant, on a appris, on est allé vite, on a fait face. Et la réflexion qui me vient, c'est quand même de me dire qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu cette crise en 2002, vous voyez, sans Internet, sans outils de dématérialisation, sans avoir accès à toutes ces circulaires, sans avoir accès à ces informations, etc. Et 2002, bon, moi j'ai 43 ans, je peux vous dire ce que je faisais en 2002 exactement sur le plan professionnel. Et c'est pas loin, quoi. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on mesure notre chance d'avoir eu cette crise-là en 2002. Voilà, sur les points, sur les enjeux de cette crise. Merci, merci. Voilà. Oui, merci Jean. Merci Jean-Rémy. Vous nous parlez Jean-Rémy nous parlait des failles, des besoins, des manques en termes d'organisation, en termes de matériel, des besoins humains également insuffisants. Clément, je me tourne vers vous. Clément Dittner, vous êtes responsable développement chez TocTocDoc. Face à cette situation, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la télémédecine peut être une alternative? Oui, bien sûr. Donc peut-être rapidement présenter TocTocDoc. TocTocDoc, on est une société qui propose un service complet de télémédecine à l'attention des établissements médico-sociaux. Ce que j'appelle service complet, c'est une solution logicielle qui permet de réaliser des téléconsultations ou des téléexpertises. Le matériel, une tablette, un stéthoscope connecté auquel s'adosse ce logiciel, et aussi et surtout un accompagnement organisationnel complet qui permet aux équipes de l'établissement et aux médecins de s'approprier le projet et de collaborer ensemble. On a chez TocTocDoc 250 clients en France, essentiellement des EHPAD. Donc on est clairement identifié par ces derniers comme une solution adéquate pour répondre à leurs enjeux d'accès aux soins. Ce que l'on a constaté durant cette année 2020, exceptionnelle à bien des égards, c'est tout d'abord une hausse très importante du nombre de demandes et de marques d'intérêt qui nous ont été transmises chez TocTocDoc. Elles ont été multipliées par 9, tout simplement, entre l'année précédente et 2020. Donc, gros intérêt des établissements pour la télémédecine. Je pense que cette crise sanitaire a fait, si je puis dire, faire un bond de 5 ans en avant sur tout ce qui a trait à la e-santé et à la télémédecine notamment. On a dans les sollicitations qui nous ont été transmises différentes raisons à cela. Pour certains, c'était la peur et le saut dans l'inconnu. Je me souviens de quelques médecins coordonnateurs qui, à l'occasion du premier confinement, avaient pris contact avec nous. Ils étaient de l'Est de la France, de certains départements particulièrement touchés, le Haut-Rhin, la Moselle, et ils voulaient s'équiper finalement en catastrophe, anticipant l'arrivée irrémédiable de la Covid dans leur établissement. Certains autres, alors que la crise avait commencé, souhaitaient pallier l'absence des médecins dans leur établissement qui, au début de la crise, refusaient de venir dans l'EHPAD, ou en tout cas étaient empêchés de venir dans l'EHPAD par les règles sanitaires qui étaient mises en place et qui imposaient à ces établissements un confinement très strict. Ils voyaient donc dans la télémédecine l'occasion de continuer à solliciter l'expertise et l'avis médical des médecins partenaires avec lesquels, d'ordinaire, ils collaboraient au travers d'une présence physique dans l'établissement. D'autres, qui n'avaient pas ces soucis, notamment plus tard dans la crise, d'accès à leurs médecins traitants habituels, sont venus chercher dans la télémédecine un accès à une expertise de spécialité
Je pense notamment à la cardiologie ou à la pneumologie, qui sont des spécialités centrales lorsque l'on souhaite suivre un patient atteint de la Covid. Et la télémédecine, dans certains bassins de santé qui sont privés de ce type de spécialité, représente une alternative finalement pour consulter ces médecins experts très demandés en temps de crise sanitaire Covid. De notre côté, chez TocTocDoc, fort de toutes ces demandes qui nous sont parvenues, on a dû mettre, nous aussi, en place des organisations exceptionnelles à la manière de ce que Jean-Rémy, sur ses EHPAD, a dû mettre en place. La première mesure que l'on a mise en œuvre, c'est la mise à disposition de notre application de téléconsultation sur n'importe quel support tablette. Vous savez que les EHPAD se sont vus offerts par certaines fondations ou certains conseils départementaux des tablettes pour communiquer avec les familles. On a offert la possibilité à ces établissements d'installer notre application pour réaliser des téléconsultations sans recourir à notre propre matériel et donc faciliter l'accès aux soins. On a également mis en place une logistique de formation des différentes parties prenantes à distance. D'ordinaire, on se rend dans l'établissement pour former le personnel. Là, on a mis en place des formations en visio, on a mis en place des vidéos tutoriels de sorte à faciliter la prise en main des outils à distance, puisque bien évidemment, nous étions nous aussi confinés et astreints à des déplacements très limités. Et enfin, on a densifié le pool de médecins partenaires TocTocDoc auquel on donne accès via notre dispositif. On a bénéficié des vacations de médecins généralistes, de gériatres, et on a travaillé un renfort des médecins spécialistes avec lesquels on collabore, notamment cardiologues, je vous en ai parlé. Voilà, donc si la crise a clairement boosté, si je puis dire, l'intérêt pour l'e-santé et la télémédecine, il n'en reste pas moins que de façon générale, on reste au moment de l'utilisation quotidienne d'un dispositif de télémédecine en EHPAD, confronté à certains freins assez récurrents que l'on rencontre et communs à beaucoup d'établissements. Merci pour cette présentation de TocTocDoc, Clément, pour cette introduction. Et quand on parle de frein, alors je rebondis sur vos derniers mots, vous parliez de frein. Je me tourne cette fois vers Kevin Bello, pour lui demander, en fait, qu'est-ce qu'on entend par frein ? Quels sont ces freins habituels que vous évoquez en établissement quand on parle de projet de télémédecine ? Alors oui, merci François. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais rebondir sur ce que Clément et Jean-Rémy ont pu dire en introduction. Donc on a eu une explosion de la téléconsultation, on va dire, et je vais utiliser le terme grâce à la Covid, même s'il n'est pas forcément bien adapté. Néanmoins, il subsiste pas mal de freins. Les premiers, et là je vais rebondir sur les dires de Jean-Rémy, c'est que oui, aujourd'hui, on a quand même accès à la 4G, même maintenant à la 5G qui arrive, et à un réseau Wi-Fi souvent de manière optique. Néanmoins, tous les établissements, et c'est quand même assez malheureux au XXIe siècle, ne sont pas encore tous équipés d'un Wi-Fi, ne serait-ce qu'en interne, ou alors n'ont pas forcément une couverture 4G nécessaire et suffisante pour réaliser une consultation de qualité. Donc, on va dire que ça, c'est le premier frein, effectivement, que rencontre l'établissement, c'est que quand il n'y a ni Wi-Fi interne, ni la possibilité de passer sur une bande passante 4G, la téléconsultation ne peut avoir lieu. Donc, on va dire que ça, c'est un premier frein technique. Dans la même logique, on a également tout ce qui va être interopérabilité entre les logiciels, à savoir, je pense notamment aux logiciels de soins qu'utilisent les établissements. Ils sont divers et variés et ne sont pas encore aujourd'hui tous interopérés, ni même avec notre solution. Donc, c'est vrai que ça peut engendrer aussi une difficulté dans l'utilisation. La maîtrise, finalement, aussi de ces logiciels informatiques par les équipes soignantes. Là, je pense que Anne pourra aussi développer un peu ce sujet après, mais on a également la disponibilité. On sait et on en entend également parler dans les établissements médico-sociaux. Les équipes soignantes ne sont pas forcément en nombre suffisant. La téléconsultation, même si ça permet de gagner du temps, il en faut quand même un petit peu et il faut qu'il puisse y avoir des relais paramédicaux et médicaux sur ce sujet.
le turnover. Dans la même logique, au niveau des soignants d'un établissement, ça reste également un frein, puisque quand on va creuser et on va travailler le projet de télémédecine avec un établissement, c'est toujours bien. Et nous, on cherche aussi à avoir un référent, finalement, de ce projet sur l'établissement. Quand c'est une personne soignante, au vu du turnover, ça complique un petit peu la mise en place du projet, puisqu'il faut sans cesse se rapprocher de la personne qui a remplacé, et puis aussi avoir une logique d'accompagnement et de formation constante des équipes. Et puis aussi, souvent, un des freins qu'on peut aussi rencontrer, c'est une non-implication du médecin coordonnateur ou de l'infirmière coordonnatrice cadre de santé qui sont présents sur l'établissement. C'est vrai que quand ces deux acteurs sont moteurs, on sent tout de suite la différence. Par contre, quand ils sont un petit peu réfractaires à la télémédecine, c'est toujours un petit peu plus compliqué de pouvoir avoir un projet qui se met bien en place et qui est utilisé au quotidien. Le dernier point aussi qu'on pourrait détailler, ce sont les familles. Il peut aussi y avoir une réticence de la part de certaines familles, puisque, comme le disait Clément, on a tout un package aujourd'hui chez TocTocDoc et on informe également les familles de la mise en place d'une solution de télémédecine dans l'établissement. Et alors, on peut rencontrer les deux possibilités, soit des familles qui vont être motrices aussi auprès de l'établissement, auprès du médecin coordonnateur et de l'infirmière coordonnatrice, ou alors, à contrario, des familles qui vont se montrer réticentes et qui vont favoriser, ou en tout cas pousser un petit peu à la consultation en présentiel. Voilà à peu près pour moi les principaux freins qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur un projet télémédical dans un établissement médico-social. Merci Kevin. Effectivement, on note tous ces freins technologiques, de disponibilité, de la présence d'un référent, de la famille, des freins qui peuvent venir de la famille. Anne Hubert, je me retourne vers vous. Vous êtes infirmière coordinatrice à l'EHPAD La Forêt, si je me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire localement, dans votre établissement, comment vous avez pu, quels sont les défis précisément, quand on parle de freins, vous avez dû relever dans votre établissement et comment vous avez pu y répondre à ces défis? Alors nous, au niveau des défis, c'était plus former les infirmières à utiliser un nouvel outil. Donc nous, on est déjà par notre logiciel de soins avec des tablettes. Donc elles avaient déjà l'habitude d'utiliser cet outil-là, mais voilà, d'utiliser une nouvelle plateforme, de se connecter, un nouveau code, un nouveau mot de passe. C'est plus au niveau des infirmières ou le pour pouvoir se mettre dans le projet, parce que voilà, on peut pas le faire toute seule, que ce soit moi ou avec Brigitte Lecornu, la directrice de l'établissement. On peut pas, nous avancer toute seule, donc on avait besoin de notre équipe derrière. Donc après, on en a parlé à plusieurs infirmières qui étaient aussi motivées. Après, c'est aussi trouver du temps pour pouvoir les former et puis pour qu'on puisse démarrer le projet sur des bonnes bases. Ça n'a pas été forcément très compliqué. On est une petite équipe infirmière, donc la formation s'est plutôt bien déroulée. Donc, on a eu TocTocDoc qui sont venus nous former déjà dans un premier temps et après, nous, on a formé nos collègues. Mais voilà, ça s'est relativement bien passé. Donc, nos défis, c'était plus faire vraiment déployer cet outil sur l'établissement et avoir d'autres personnes, des professionnels de santé de notre territoire qui puissent intégrer la plateforme TocTocDoc pour qu'on ait encore plus de ressources, que ce soit pour nous ou pour d'autres EHPAD alentours. D'accord. Merci beaucoup Anne. Je me retourne à nouveau vers Kevin pour que vous puissiez me répondre peut-être ce que vous pouvez proposer, ce que peut proposer TocTocDoc comme solution, comme piste pour lever ces freins. Comment vous pouvez accompagner les freins relevés par vous tout à l'heure dans les établissements pour favoriser l'utilisation de la télémédecine? Alors oui, donc effectivement, je pense qu'il faut comprendre, il y a une chose qu'il faut comprendre et qui est vraiment centrale, c'est qu'aujourd'hui, et on en est très clairement conscient chez TocTocDoc, c'est que la télémédecine, c'est plus qu'une révolution technologique aujourd'hui, c'est vraiment une révolution organisationnelle. Et on l'entend quand Anne nous l'explique,
c'est que donner finalement une tablette avec un logiciel à un établissement, une infirmière ou à un acteur de santé, hein, qu'il soit médical ou paramédical, ça ne suffira pas à mettre en place un projet télémédical sur un établissement ou auprès d'un médecin. Il faut derrière effectivement qu'il y ait un contact humain, il faut qu'il y ait toute une organisation qui soit mise en place avec toute une gestion autour de celle-ci. Chez TokTokDoc, nous avons finalement un chef de projet qui va prendre en charge toute cette partie télémédicale qui est dédiée à l'établissement. Son objectif dans un premier temps, ça va être de cadrer le projet, donc avec un cadrage initial, de bien comprendre la spécificité de l'établissement. Quand je parle de spécificité, on peut reparler, par exemple, ne serait-ce que de la connectivité. Est-ce qu'il y a possibilité de se connecter sur un Wi-Fi? Est-ce qu'il y a une bande passante 4G existante? Parce que parfois, c'est même pas le cas, et suffisante pour le réaliser. Pouvoir identifier aussi le territoire sur lequel est placé l'établissement, comme le disait justement Anne. De comprendre aussi s'il y a des médecins qui sont favorables à la télémédecine, qui vont pouvoir s'engager dans le projet et accompagner les établissements, puisque la télémédecine, comme le mot l'indique, il y a le mot médecine, donc il faut qu'il y ait des médecins aussi de l'autre côté. Ensuite, il va y avoir toute cette phase d'accompagnement, donc avec, comme disait Anne, toute cette partie de formation de l'équipe, la formation des médecins qui vont rejoindre le projet, toute la partie aussi ensuite simplement suivi du projet, c'est-à-dire que le chef de projet vient une fois, il se déplace 4 fois au minimum par an auprès de l'équipe pour faire un peu le point, pour vérifier que si le plan d'action a été tenu, pour voir s'il y a des difficultés rencontrées, essayer de les lever avec l'équipe. C'est là que ce que je disais tout à l'heure, quand on a, et en général c'est le cas, une direction, un médecin coordonnateur et une infirmière coordonnatrice qui sont motivés par le projet, ça le fait vivre au sein de l'établissement et c'est facilitant aussi auprès du chef de projet pour pouvoir faire avancer le projet. Il va y avoir aussi le suivi des usages. Le chef de projet va aussi suivre un peu les usages et les spécialités qui vont être utilisées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on présente une dizaine de spécialités, même un peu plus, au sein de TokTokDoc. Alors, les plus représentatives sur 2020, ce sont la médecine générale, dans un premier temps, donc lié également à la crise Covid et au premier confinement. Les médecins traitants, comme le disait Clément à juste titre, ne pouvaient plus se rendre sur les établissements. Ils sont donc passés pour bon nombre d'entre eux par la télémédecine. On a ensuite la dermatologie, qui représente aussi une spécialité qui fonctionne assez bien, même très bien en télémédecine. C'est assez facilitant via la tablette de pouvoir prendre des photos, de pouvoir passer les informations nécessaires lors de la téléconsultation au dermatologue et d'avoir aussi un rendu. Les spécialités telles que la cardiologie, Clément en parlait également, sont aussi également représentées. La psychiatrie, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien au sein des établissements médico-sociaux. Le résident étant dans son élément du quotidien, le psychiatre peut le voir aussi sous un angle un peu différent. Et puis, ça évite aussi tout ce qu'on peut avoir après comme désavantage d'un déplacement de ce type de résident avec les troubles du comportement qui peuvent être associés, liés au transfert, liés à l'attente, liés à énormément de choses. Ensuite, on a encore pas mal de spécialités qui s'y prêtent, la neurologie, la neuropsychiatrie, l'oncologie, la gériatrie naturellement, qui se développent aussi pas mal, les médecins coordonnateurs n'étant pas toujours eux-mêmes gériatres. La rhumatologie, l'ORL, la pneumologie, enfin voilà. Il y a vraiment pas mal de spécialités médicales et on a également aussi testé chez nous une spécialité paramédicale qui est la stomathérapie. Donc, ce sont en général des infirmières qui sont formées à cette spécialité-là. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles en télémédecine. Naturellement, ça n'a pas vocation à remplacer la médecine présentielle non plus, mais ça peut être un bon entre-deux et un bon complément, surtout dans un parcours de soins pour les résidents. Donc, le chef de projet va naturellement suivre un peu tous ces usages-là et va aider l'établissement aussi dans cette réflexion des besoins, finalement, qui est aussi liée au cadrage, de comprendre quels sont les besoins de l'établissement, quels sont les spécialistes aussi qu'ils ont peut-être sur le territoire, mais qu'ils n'ont pas forcément, et puis les aider à voir un petit peu quels sont les cas d'usage qui sont possibles dans les spécialités que j'ai pu citer au préalable. On va également enrôler les médecins du territoire, donc ça, c'est aussi une grosse part du chef de projet, c'est-à-dire qu'il va prendre contact avec les médecins du territoire et essayer de les amener à pouvoir se connecter sur la plateforme et à téléconsulter avec les établissements. Donc, comme disait Anne, l'objectif, c'est aussi d'en faire profiter tous les établissements d'un même territoire. C'est aussi le but. Et puis, ça reste aussi dans la logique de l'offre de soins qui est quand même aujourd'hui territoriale.
Et puis, dans un second temps, il y a bien sûr le pool TokTokDoc. Donc, comme disait Clément, on a également, nous, un pool de spécialistes avec lesquels on travaille, qu'on a fait grandement évoluer pendant cette année 2020 au vu des nombreux confinements et déconfinements et reconfinements. Donc, voilà, dans ce côté-là, en tout cas, quand le territoire, on sait que ça prend un peu de temps quand même de créer un réseau de territoire, on a la possibilité et on donne cette possibilité aux établissements de pouvoir tout de suite téléconsulter, de se servir de l'outil, de tout de suite poser en tout cas le projet et l'acculturation qui prend quand même un certain temps. Mais via le pool, en tout cas de second recours, cette possibilité est tout de suite présente. Voilà un petit peu en tout cas comment on cadre le projet au niveau de TokTokDoc et ces solutions-là permettent de lever les freins que j'ai pu évoquer au préalable. Oui, c'est très riche tout ça. Merci beaucoup, Kevin. Je note parmi toutes les spécialités que peut couvrir la télémédecine, il y en a une, enfin, il y a une utilisation qui a été soulevée par l'un des internautes, et on y reviendra dans les questions tout à l'heure, c'est de savoir dans quelle mesure la téléconsultation peut être, s'adresser aux établissements qui accueillent ou hébergent des personnes handicapées. C'est un autre sujet, on en reparlera peut-être dans la session, à la fin de la conférence dans les questions. Pour revenir sinon sur votre intervention, vous avez parlé des médecins de territoire, de la constitution d'un réseau de territoire. Est-ce que, ça c'est une question que je me pose moi, est-ce que ce réseau de territoire, c'est vous qui le mobilisez, c'est TokTokDoc qui le mobilise, ou c'est quelque chose qui se fait en lien avec l'établissement partenaire ou à la demande de l'établissement partenaire? Alors tout à fait, ça se fait en collaboration avec l'établissement partenaire. Je dirais que nous seuls, on ne peut pas faire grand-chose et à plusieurs, on va beaucoup plus vite. Donc en général, c'est déjà dans un premier temps, on voit un petit peu avec l'établissement quels sont les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, avec lesquels ils travaillent déjà aujourd'hui de manière présentielle. Ça nous permet d'avoir un premier contact avec eux, de voir s'il y a les possibilités pour eux de téléconsulter. Ça nous permet aussi de leur expliquer la plateforme qui a été mise en place sur l'établissement, de les informer, ne serait-ce qu'il y a cet outil mis en place. Il est vrai qu'aujourd'hui, on passe en général en premier lieu par l'établissement, puisque ça passe toujours aussi mieux au niveau des médecins quand c'est l'établissement qui fait la première information auprès des médecins. Dans le sens où nous sommes une société, donc forcément, les médecins ne nous prennent pas toujours au téléphone quand on appelle, ou voilà, ils en reçoivent aussi des coups de téléphone assez nombreux dans la journée. Là, ça permet en tout cas d'avoir l'information. Alors, c'est souvent les infirmiers coordonnateurs ou les médecins qui transmettent auprès des médecins généralistes et spécialistes l'information qu'ils se sont dotés d'une solution de télémédecine qui est TokTokDoc. Et nous, par la suite, on prend contact avec eux. Et ensuite, je dirais qu'on grenouille un petit peu autour de ça, c'est-à-dire qu'un médecin connaît un autre médecin qui en connaît également un autre, ou alors on se rapproche directement de ce que nous, on va appeler un centre requis, qui peut être un CH, un CHU du territoire ou une clinique, qui forcément est un vivier en son sein de spécialités et avec lesquels on va essayer de voir s'il y a la possibilité pour certains médecins qui sont intéressés, puisqu'il faut toujours dire qu'il faut qu'il y ait un intérêt de la part du médecin de pouvoir téléconsulter. En général, on part sur les médecins qui ont déjà des patients suivis dans les établissements, mais ça arrive qu'on ait des spécialistes ou des généralistes qui sont très intéressés de pouvoir téléconsulter et ça permet aussi, dans certains cas, pour des établissements qui n'ont pas forcément toujours de médecins traitants pour tous les résidents, de pouvoir répondre à cette demande. Voilà un petit peu aujourd'hui comment on procède pour le territoire. Merci Kevin. Je me tourne à nouveau vers Anne pour vous demander comment localement, dans votre établissement, vous vous êtes coordonné avec les médecins du territoire. Donc nous, sur l'établissement, on a essayé de voir avec l'hôpital de Flers pour voir s'ils étaient éventuellement intéressés, surtout par rapport à l'équipe mobile de gériatrie et l'équipe mobile de soins palliatifs, deux équipes qu'on a besoin sur notre territoire. Et étant donné que l'hôpital de Flers se situe à une demi-heure de chez nous, c'est pas tout le temps évident qu'ils se déplacent pour voir nos résidents. Donc c'est vrai qu'on a pris contact avec eux pour pouvoir leur présenter la plateforme TokTokDoc. Donc après on a eu une réunion avec eux et du coup Quentin de TokTokDoc pour leur présenter le projet. Donc ils ont adhéré au projet. Donc là c'est en cours pour que ça fonctionne avec l'hôpital. Après voilà, crise sanitaire oblige, c'est pas évident. Et après on a eu aussi un médecin traitant
qui a accepté de se joindre à TokTokDoc. Donc là, on n'a pas encore fait, nous, de télémédecine avec lui. Mais voilà, on sait qu'il n'y aura pas de souci et il s'est investi aussi pour la plateforme. Après, nous, on fonctionne beaucoup avec la plateforme de médecins liés à TokTokDoc, surtout pour la psychiatrie et la dermatologie. C'est vrai que, étant dans l'Orne, la désertification médicale, on connaît bien, où les délais sont assez longs pour les rendez-vous. Du coup, c'est vrai que c'est facile avec TokTokDoc de pouvoir avoir un rendez-vous rapidement. Nous, on travaille avec NetSoin sur notre logiciel soin. Du coup, on est lié à TokTokDoc, donc on reçoit nos comptes rendus et nos ordonnances via notre logiciel soin. Donc c'est vrai que ça facilite un peu la vie de nos résidents et la nôtre aussi par la même occasion. D'accord. Mais alors plus globalement, Anne, si on devait faire pas un bilan, bien entendu, mais si vous deviez nous faire un retour d'expérience justement de l'installation de cette solution de télémédecine dans votre établissement, qu'est-ce que vous diriez, ce retour d'expérience? Est-ce qu'il est positif, négatif? Comment ça s'est accompagné? Comment humainement la solution a pu s'imposer dans les équipes? Nous, ça a commencé parce que c'est une réponse à un appel à projet de télémédecine au niveau de l'ARS. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir accès à la plateforme TokTokDoc. Après, nous, c'est très positif pour nous. Justement, on est motivé pour que d'autres médecins, d'autres structures puissent le faire. C'est ce qu'on essaye aussi quand on en parle autour de nous, autour de directeurs d'EHPAD. On essaye de leur présenter le projet pour qu'eux aussi soient dans cette démarche-là. Donc c'est vrai que ça a été très positif, même au niveau de mes collègues infirmières, ça s'est très bien passé. Elles sont très contentes maintenant de pouvoir avoir accès à la téléconsultation. Parce que c'est vrai que même pour nos résidents, on pouvait être bloqué ou avoir des difficultés sur certaines problématiques. Et c'est vrai que on peut y répondre plus facilement avec la solution TokTokDoc. Donc c'est vrai que nous, au niveau de notre retour d'expérience, c'est très positif. On en est très content. Donc et on souhaite, on fait tout pour que tout le monde puisse adhérer aussi à ce projet parce que c'est vraiment très intéressant. Même au niveau infirmier, on apprend beaucoup de choses parce qu'on a un contact avec d'autres médecins. C'est vrai que nous, quand nos résidents vont en rendez-vous extérieur, nous, infirmières, on n'a pas de contact avec les autres médecins. Là, on a contact avec les psychiatres, les dermatos. Donc, on apprend aussi, nous, sur le terrain. Donc, c'est aussi riche de connaissances pour les infirmières. Très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Alors, je note l'importance des infirmiers. Si on se projetait un petit peu dans le futur, Jean-Rémy, je me retourne à nouveau vers vous. Comment, selon vous, on pourrait dépasser une fois pour toutes les freins, les freins qu'on évoquait tout à l'heure en matière de télémédecine, et quel rôle, plus précisément, comme Anne vient de le souligner, quel rôle peut jouer l'infirmier dans l'établissement? Alors, déjà, je vais vous dire quelques lapalissades, c'est-à-dire que les résidents qui viennent en EHPAD, hélas, souffrent de pathologies, sont malades et ont parfois plusieurs pathologies imbriquées. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie. Une personne qui a une maladie d'Alzheimer avec une cardiopathie associée, etc. Vous voyez, c'est vraiment la population que nous accueillons en établissement. Sinon, ils restent à la maison. Vous voyez, en l'état actuel des choses, on est capable de prendre en charge des personnes dépendantes sans atteinte cognitive de manière assez performante à domicile. Et quand les résidents viennent en établissement, c'est que quand même, il y a une situation qui est sociale et médicale.
Et moi, j'ai la particularité d'être infirmier et manager d'établissement. Et je suis convaincu de l'utilisation des outils de télémédecine et de téléconsultation pour les avoir mis en œuvre dans différents établissements, y compris sur des usages un peu détournés. Je me souviens avoir fait des téléconsultations de mon bureau pour éviter d'aller dans l'unité Covid, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. C'est vraiment, voilà, je suis persuadé de ça, mais je voudrais surtout faire le lien entre que peut apporter la télémédecine et la téléconsultation dans une équipe de soins sur le plan managérial. On a un petit écho. Je ne sais pas si vous avez un écho. Personne n'a d'écho? Non, apparemment. Bon, écoutez, ça ne gêne que moi. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez continuer. Je suis désolé, mais voilà, je voulais trouver une solution. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que je pense, c'est que les EHPAD donc, ont quand même une composante médicale qui est importante. Et la médecine gériatrique, de mon point de vue, c'est une médecine qui est technique, qui est fine. Où vous voyez, le trop peu est très proche du pas assez ou du trop. Et qu'à chaque fois, le dosage et le partenariat que l'on doit mettre en œuvre avec l'ensemble d'une équipe de soins, du médecin spécialiste, du médecin co, de l'infirmier, etc., c'est un combat et un travail de tous les instants. Et je pense que le rôle d'un directeur d'établissement, c'est d'accompagner et de faire progresser partout là où c'est possible ces équipes au sens large et ces équipes de soins en ayant en tête cette composante d'un EHPAD qui est la chaleur humaine, un lieu de vie convivial, l'humanité, l'humanitude, mais aussi la médecine gériatrique. Et de faire progresser son équipe en médecine gériatrique. Et la télémédecine, c'est un super outil, c'est un outil de demain, c'est un outil qui est fédérateur, et c'est un outil où quand une infirmière devient les yeux et les oreilles du médecin avec le stéthoscope connecté, avec les outils connectés, avec parfois un échographe, elle progresse. Vous voyez, et c'est un infirmier qui vous dit ça. Hein. Je reprends ma blouse d'infirmier. Vous voyez, quand on fait une téléconsultation de cardiologie et qu'on a le cardiologue à l'autre bout de la fibre qui nous dit ça et ça et ça, je vous assure qu'au bout de 4, 5, 6 téléconsultations, l'infirmier, il a progressé dans sa discipline. Et il a fait progresser autour de lui, et il a fait progresser le médecin co éventuellement. Et vous voyez, c'est ces échanges-là qui sont fructueux et qui font que l'équipe progresse dans son ensemble et que l'établissement devient un établissement encore plus performant parce qu'il continue à travailler sur son lieu de vie convivial et il progresse sur sa partie médicale de médecine gériatrique. Et là encore, vous savez, j'entendais, moi, quand j'étais jeune infirmier, aller en EHPAD, vous voyez, un champ lexical pas toujours favorable, et des jeunes professionnels qui aimaient plutôt aller travailler en chirurgie, en service technique, d'oncologie, de bloc opératoire, etc. Et sans voir la richesse technique et médicale de la médecine gériatrique. Et donc là encore, je pense que voilà, avoir cet outil-là, c'est quelque chose qui fait progresser et qui fait toucher du doigt à l'ensemble d'une équipe ce que peut être vraiment une médecine gériatrique d'équipe pluridisciplinaire moderne. Et donc en ça, je considère vraiment que c'est un sacré outil, c'est un sacré atout pour les équipes de soins, mais c'est aussi un sacré atout pour faire progresser un établissement sur le plan managérial. Voilà, donc j'aurai les deux casquettes qui sont à la fois soignant et manager d'établissement. En utilisant cet outil. C'est un outil parmi d'autres. Les EHPAD sont constitués de plein d'outils qu'il faut faire avancer de concert. Mais clairement, celui-là, je pense qu'il faut l'investir de manière sérieuse et je souscris à 100% aux propos de Kevin et de Clément, à savoir que il faut former les gens, quoi. C'est pas à tout de leur mettre un appareil connecté, un logiciel qui tourne, c'est leur expliquer, les suivre, les accompagner, comprendre où ça bloque et y revenir derrière. Parce que on a tous des sensibilités très différentes par rapport aux nouvelles technologies. Moi, je me surprends à arriver dans un établissement, dans la première heure, je teste la bande passante, hein, je fais un speed test, je regarde le niveau de maturité des équipes dans l'utilisation de leurs outils techniques, mais parce que
je suis câblé comme ça. Vous voyez, j'ai compris que c'était quelque chose qui me facilitait ma pratique professionnelle. Mais pour autant, je sais pertinemment que dans l'équipe, je vais avoir des gens qui vont pas du tout avoir ce niveau-là, qui vont pas du tout avoir cette appétence-là, qui vont pas du tout voir l'intérêt de cet outil-là. Donc voilà, il faut s'adapter, mais c'est vraiment un outil et un accompagnement qui est finalement assez facile à mettre en œuvre. Hein. C'est-à-dire que les résultats, ils se voient immédiatement. Hein. C'est pas comme des processus où on essaie de faire progresser une équipe sur un item du magnitude, par exemple. C'est des mois et des mois de travail. Faire progresser une équipe sur de la téléconsultation, ça va vite et ça paye vite. Vous voyez, le retour sur le temps passé est très rapide. Donc, ouais, moi je considère que c'est pour mes collègues directeurs d'établissement, c'est vraiment quelque chose à investir au plan managérial et au plan. Merci Jean-Rémy pour cette vision. Voilà, vraiment, on a compris effectivement résultat vite atteint, rapidement atteint, très visible. Et vous, Clément, comment vous vous projetez, on va dire, dans l'avenir, dans le futur, chez TocTocDoc, par rapport à votre activité, à votre solution de télémédecine? J'ai même entendu parler de polyclinique mobile. Alors, je ne sais pas ce que ça représente, Kesako, comme dirait l'autre. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'avenir de TocTocDoc? Oui, bien sûr, François. Alors déjà, ce que je note, c'est que dans le cas de l'EHPAD La Forêt de Bagnoles de l'Orne, il y a eu une vraie prise en main du projet par l'équipe soignante avec les résultats que l'on connaît, que Anne nous a décrits. Et ça, c'est excellent. C'est ce à quoi on aimerait arriver finalement dans l'ensemble des établissements, forcément. Mais ce que décrit aussi Jean-Rémy, c'est que parfois, on a des organisations en place, des équipes soignantes en place qui n'ont pas toujours la bande passante, l'envie, les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. Et nous, chez TocTocDoc, on a vraiment la conviction que dans le système de santé de demain et dans les organisations de soins de demain, l'infirmier doit avoir un rôle central. L'infirmier ou l'infirmière, bien sûr, a un champ d'expertise, un domaine de compétences qui est extrêmement vaste et qui offre de formidables opportunités à un moment, en des temps où la ressource médicale se raréfie et se fait de plus en plus rare. C'est fort de ce constat et de cette conviction que chez TocTocDoc, on a pensé un nouveau modèle organisationnel qu'on a baptisé la polyclinique mobile de télémédecine, et qui capitalise sur le savoir-faire, les compétences de l'infirmier pour aller réaliser des téléconsultations au chevet des patients, en EHPAD, en soutien de l'équipe soignante en place. Dans ce modèle organisationnel, on a des hommes, des femmes, des infirmiers, des infirmières formés à la télémédecine, formés à notre outil, qui sont compétents et rompus aux différents cas d'usage particulièrement pertinent donc en télémédecine et à la manipulation des objets connectés, du matériel diagnostique nécessaire associé. Ces infirmiers, ils interviennent sur adressage du médecin coordonnateur ou bien du médecin traitant du résident, comme je le disais, en soutien de l'équipe soignante en place dans l'établissement. Ils sont en fait externes à l'établissement, ce sont des infirmiers salariés TocTocDoc. Et ils interviennent en lien avec des médecins spécialistes sur les différentes spécialités que Kevin notamment a pu mentionner pour réaliser des téléconsultations et des télé-expertises. Tout cela vient limiter les frictions, les problèmes que l'on rencontre couramment dans l'établissement. Il n'y a plus de problème, par exemple, de synchronisation des disponibilités entre l'équipe soignante et le médecin requis, puisque les consultations sont organisées et planifiées en amont selon un rituel et un calendrier très précis. On n'a pas de problème sur la manipulation et la maîtrise des protocoles des objets connectés pour réaliser les diagnostics et ainsi alimenter le médecin en informations qui lui sont nécessaires pour rendre son diagnostic. Donc voilà, on voit qu'avec ce modèle, on arrive à dépasser les freins les plus courants que l'on rencontre et avoir une qualité de prise en charge extrêmement proche d'un rendez-vous en physique, bien qu'étant sur un modèle de télémédecine. Ce modèle, donc, on le propose dès aujourd'hui aux EHPAD au travers de journées de soins par télémédecine
Sur des spécialités telles que la cardiologie, par exemple, on va pouvoir en une journée réaliser 10 téléconsultations de cardiologie, ce qui est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où sévit la Covid, puisque vous savez que les atteintes cardiaques du virus sont extrêmement nombreuses. On propose des journées de dermatologie également, là encore pertinentes, puisque ces confinements successifs ont apporté une rupture dans la continuité des soins dont bénéficiaient les résidents d'EHPAD, et donc il y a un certain nombre de pathologies dont le suivi s'est vu un petit peu moins régulier, et donc au travers de ces consultations de cardiologie, de dermatologie, on vient rééquilibrer tout cela. Et on réalise également des journées de soins pour tout ce qui est suivi et dépistage des pathologies du conduit auditif, par exemple. Et là, on est vraiment dans une logique de prévention, tout bêtement, pour détecter des problèmes ORL, des bouchons, des tympans percés, des corps étrangers bloqués dans les conduits auditifs. Ce sont des pathologies qui concernent particulièrement les personnes âgées en EHPAD et que notre dispositif vient résoudre. Voilà. Donc c'est ça la vision de TocTocDoc pour demain. C'est une télémédecine qui se base sur des infirmiers mobiles spécialisés en télémédecine qui viennent en support de l'équipe soignante pour faire en sorte que la télémédecine soit utilisée, utile et donc impactante médicalement. Évidemment, c'est le but qui est recherché. Voilà. Ce dispositif intéresse beaucoup les EHPAD. On collabore déjà aujourd'hui avec de nombreux groupes d'EHPAD au niveau national, mais ils intéressent également des collectivités, certains conseils départementaux, qui, comme vous le savez, sont des autorités de tutelle tarifaire pour les EHPAD notamment, eh bien s'engagent aux côtés des EHPAD de leur territoire en finançant des journées de soins à leur profit. Donc, ils deviennent pour nous des partenaires importants en ces temps troublés. Merci Clément pour cette présentation du dispositif polyclinique mobile. Je vais me retourner vers les questions quelques questions de nos auditeurs, notamment Serge qui nous demande comment ça se passe en termes d'actes et de facturation. Alors, je peux répondre à sa question. Alors, en termes de facturation, nous sommes aujourd'hui sur le droit commun et ce qui est inscrit au niveau de l'assurance maladie, c'est-à-dire que les médecins, de leur côté, ont, via le module TocTocDoc, de l'aide à la prescription et à la facturation. Donc, ils vont pouvoir rédiger, comme on a dit, l'ordonnance, le compte-rendu, etc. Mais néanmoins, ils vont pouvoir également coter leur acte. En fonction de la spécialité qu'ils auront déterminée dans leur profil, l'acte sera déjà coté avec le montant financier qui correspond à leur spécialité et à l'acte qui est dispensé. Ils pourront toujours faire une majoration s'ils le souhaitent en fonction du secteur auquel ils appartiennent, s'ils sont secteur 1, secteur 2. Néanmoins, ça se passe finalement comme physiquement. La seule chose est qu'il n'y a pas de télétransmission avec la carte vitale du résident. C'est une génération de feuilles de soins ou la possibilité pour le médecin, dans son logiciel métier, de pouvoir directement transmettre à la sécurité sociale. Donc, pour la médecine générale, on est sur 25 €. Sur la spécialité en fonction, ça va de 30 à 46 et quelques pour la psychiatrie. Mais voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de facturation supplémentaire. Et même aujourd'hui, au vu de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont acté pour un remboursement à 100% de la téléconsultation, quelle que soit la spécialité, donc médecine générale et toute spécialité confondue. Donc aujourd'hui, toutes les téléconsultations sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie pour encore les 2 prochaines années à venir. Et je pense, j'ose espérer, que ce sera maintenu dans le temps au-delà de ces 2 années. Merci Kevin. Toujours Serge qui nous demande, il revient sur l'intervention de Clément sur la polyclinique mobile, en demandant sur quel département évolue ce dispositif aujourd'hui. Alors, on collabore avec différents conseils départementaux, en Alsace notamment, dans le Bas-Rhin, mais également en Normandie, avec le conseil départemental de l'Eure. Et on est en discussion avec d'autres conseils départementaux en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France, également dans les Hauts-de-France. Voilà, ce sont des décisions assez qui prennent un petit peu de temps en termes de
déblocage de budget forcément, mais ce qui est certain, c'est que l'intérêt est palpable et l'envie des conseils départementaux de s'engager au profit des établissements médico-sociaux qui ont été touchés de plein fouet par la crise est sensible. Ok, merci. Je reviens sur la question d'Alexandre tout à l'heure qui nous parlait, je vous l'avais déjà dit, qui nous parlait des personnes handicapées, des établissements pour personnes handicapées, et comment effectivement la téléconsultation pouvait être également une solution dans ce type d'établissement. Ce ne sont pas des EHPAD, mais voilà. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, je dirais que 90%, je pense, Clément, de nos clients sont des EHPAD, mais on a également 10 ou voire un petit peu plus 2% d'établissements du champ du handicap. Alors ils peuvent être divers et variés. Je vois que la question était passée. On peut être sur du handicap sans médicalisation. Je pense notamment au foyer d'accueil travailleurs, foyer d'accueil spécialisé, même si là il y a un léger. On a également tout ce qui est médicalisé avec les femmes et les masses. Et puis on a tout ce qui est circulation de territoire handicap, donc les SAVS, les SAMSA, SAVS qui sont non médicalisés, SAMSA qui le sont. Il est certain que les besoins, et là on revient à ce que je disais tout à l'heure, le cadrage initial avec les besoins de l'établissement ne sont pas du tout les mêmes que pour l'EHPAD, les problématiques n'étant pas les mêmes pour cette population-là. La télémédecine, par contre, y répond, et notamment auprès des personnes ayant des troubles autistiques. Par exemple, c'est le premier qui me vient en tête, où la difficulté est finalement de se rendre dans le cabinet d'un médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste, pour diverses raisons, parce que prendre un véhicule, c'est stressant, c'est un moment très stressant et ça peut être très perturbant pour cette typologie de patient. Attendre dans le bruit qu'il peut y avoir, même si c'est pas forcément très bruyant, mais il y a du passage, il y a beaucoup de monde, il y a le téléphone qui sonne, enfin voilà, tous ces stimuli peuvent être très perturbants pour des personnes atteintes de troubles autistiques. Donc ça va être très intéressant dans la téléconsultation puisque la personne va pouvoir rester dans son cadre de vie, sur le foyer dans lequel il évolue, et donc il y aura ce côté un peu plus serein. Ça permet également d'avoir accès plus facilement aux spécialités aussi pour ce type de population, de couvrir, je pense notamment au SAVS et au SAMSA où là il y a une rupture de soins très claire avec les patients qui suivent. Donc ça permet de couvrir médicalement et avec des soins adaptés cette typologie de personnes. Donc oui, aujourd'hui, la télémédecine a vraiment, et on le sent de plus en plus, que les établissements sur le champ du handicap se tournent vers la télémédecine. Alors, c'est sûr pour d'autres besoins que les EHPAD, mais on a aujourd'hui des groupes assez importants qui se sont tournés vers nous. Je pense aussi au projet, par exemple, Handidan, qu'on a mis en place sur la consultation pré-anesthésie, puisque aller chez le dentiste pour des personnes handicapées, c'est aussi quelque chose de très stressant. Et parfois, ils font 4 heures, 2 heures aller, 2 heures retour de route pour une consultation pré-anesthésique où finalement on va simplement demander d'ouvrir, enfin simplement, je mets entre guillemets, on va demander à la personne d'ouvrir la bouche et on va vérifier si c'est possible d'intuber, s'il y a un pépin ou autre, voir 2-3 allergies, etc. C'est des choses qui peuvent se faire aujourd'hui en téléconsultation et ça évite de monopoliser ne serait-ce qu'un professionnel, qui soit paramédical ou psychologue ou médical pour l'accompagner. Et puis ça permet aussi d'éviter tout le stress que cela peut engendrer et la perturbation derrière que les éducateurs spécialisés ou les infirmiers vont devoir gérer sur plusieurs jours après l'intervention. Donc oui, c'est tout à fait indiqué, ça commence de plus en plus à se développer, mais sur d'autres typologies de besoins. Très bien, merci. Toujours Serge qui vous avait interrogé tout à l'heure sur la polyclinique mobile, qui se demandait si la Nouvelle-Aquitaine était, concernée par votre dispositif ou prochainement concernée. Je sens que ce monsieur doit être de là-bas. On dirait. Oui, écoutez, on peut intervenir en effet avec nos infirmiers pour répondre à des attentes en matière de journée de soins par télémédecine en Nouvelle-Aquitaine. Ça ne pose aucun souci. On a un territoire d'intervention qui est national là-dessus. Très bien, merci. Écoutez, voilà, donc je voudrais surtout rappeler que ce webinaire sera disponible en replay, bien sûr, dès demain. Et donc, il ne faudra surtout pas n'hésiter à nous-mêmes, l'UNCAS se chargera d'en faire la promotion dans son réseau pour que on puisse en faire profiter l'ensemble des professionnels qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas très disponibles parce qu'ils sont forcément mobilisés par la crise sanitaire et les campagnes de vaccination.
Donc, avant de vous quitter, je voudrais remercier nos intervenants. Je voudrais remercier nos témoins, Anne Hubert et Jean-Rémy Pugibé pour leur témoignage de terrain. Remercier Kevin et Clément pour leur intervention. Peut-être, Clément, un dernier mot pour, avant de nous quitter. Voilà, merci à tous pour votre attention. On espère que ce webinaire aura été instructif et on se tient à votre disposition ainsi qu'à ceux des auditeurs qui nous reverront en replay ou nous voient en ce moment s'ils ont des questions. Voilà, alors la conférence sera disponible en replay, mais également les documentations de TokTokDoc, un film, je crois qu'il y a un film sur votre espace partenaire qui est présent sur cette même plateforme, là où vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez également retrouver nos prochaines conférences en ligne. Alors cet après-midi, à 17h, nous avons une conférence sur les liens entre usagers et CCS, animée par la directrice du CCS de Blanquefort, Natacha Garet, qui se tient à 17h. Alors, 17h, c'est une heure un petit peu spéciale, hein, puisque, attention au couvre-feu, l'heure a été fixée avant le couvre-feu de 18h. Donc, soyez rentrés chez vous avant la conférence, ou alors bravez les directives de couvre-feu, je ne sais pas. Mais voilà, il est toujours possible de s'inscrire à cette conférence qui aura lieu donc à 17h sur cette même plateforme. Sinon, je vous donne rendez-vous pour le 4 février pour les prochaines conférences. Nous en avons une sur la santé et l'environnement, le lien entre santé et environnement, une sur l'analyse des besoins sociaux et une sur les modes alternatifs de gestion d'établissement, gestion d'EHPAD ou de résidence autonomie. Merci encore à TokTokDoc pour ce partenariat, pour ce webinaire. Merci aux intervenants et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir et merci.